à cette nouvelle session d'actualité sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le procès en appel de l'ex-premier ministre Lionel Zinsou a eu lieu ce mardi 4 février 2020. Au cours de l'audience, le ministère public a demandé à la Cour d'abandonner certaines charges retenues contre le candidat à la présidentielle de 2016. Plus de détails dans ce 19h. Après 9 ans de fermeture par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, les scellés posés sur le siège du journal Le Béninois Libéré ont été sautés cet après-midi. Après le délibéré de la Cour suprême sur la requête en référé suspension introduite par le journal Le Béninois Libéré. À suivre dans un instant. En fin d'édition, à suivre la page Inter, une compilation sur toute l'actualité au Malawi, au Gabon et en Guinée. Bonsoir si vous nous recevez. Le procès en appel de l'ex-premier ministre Lionel Zinsou a eu lieu ce mardi 4 février 2020. Au cours de l'audience, le ministère public a demandé à la Cour d'abandonner certaines charges retenues contre le candidat à la présidentielle de 2016. Pour cette élection, le candidat a été accusé de dépassement des frais de la campagne, de faux et usage de faux et condamné en août 2019 par le tribunal de Cotonou. Au terme de l'audience de ce mardi, le ministère public a demandé à la Cour d'abandonner le chef d'accusation de faux et usage de faux. Par contre, Lionel Zinsou continue d'être poursuivi pour dépassement de frais de campagne. Maître Robert Dossou, avocat de la défense, a souligné que son client ne peut être poursuivi par le procureur de la République. Seuls les juges de la Cour suprême ont compétence à poursuivre Lionel Zinsou. En conséquence, il a demandé à la Cour d'abandonner l'ensemble des poursuites contre son client et d'annuler le jugement prononcé le 2 août dernier par le tribunal de première instance de Cotonou. Le parti Restaurer l'Espoir RE de Candide Azanaï a reçu un avis favorable pour son certificat de conformité. De sources proches du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le dossier introduit par la formation politique dirigée par l'ex-ministre délégué chargé de la défense nationale du président Patrice Talon a eu un avis favorable du comité d'étude des dossiers. Ainsi, le RE fait désormais partie des partis légalement reconnus au Bénin et pourra prendre part aux prochaines compétitions électorales dans le pays. Après 9 ans de fermeture par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, les scellés posés sur le siège du journal Le Béninois Libéré ont été sautés cet après-midi. Après le délibéré de la Cour suprême sur la requête en référé suspension introduite par le journal Le Béninois Libéré il y a 2 ans, le délibéré du dossier dans le fond, 1 an après, c'est aujourd'hui que la RAC, après plusieurs courriers des responsables du quotidien Le Béninois Libéré, a décidé de sauter les scellés qu'elle a fait poser sur les bureaux du quotidien le 8 décembre 2011, après une audience qualifiée en son temps par les confrères de Le Béninois Libéré de policière. Je vous invite à suivre Aboubakar Takou, directeur général du dit quotidien. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Sentiment de joie naturellement, et j'en profite pour remercier la justice de mon pays, remercier mes enfants, mes filles, remercier mes collaborateurs, remercier mon épouse Ghislaine, remercier Feu, le vieux Boutchekon, paix à son âme. Il était là à la fermeture, il nous a permis de vivre ces moments difficiles. Hélas, il a été rappelé par l'Éternel, il n'est plus là. Et je remercie aussi sa famille. Je remercie aussi tous les avocats impliqués dans ce dossier, en l'occurrence, Maître Alfred Koyon, Maître Bokovo, Maître Baguidi, qui ont vraiment mouillé le maillot pour qu'on arrive à cette décision aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est une victoire de la justice sur l'anarchie, c'est une victoire de la presse sur l'injustice, c'est une victoire de tout le monde, parce que qui le crut,
lorsque ce 8 décembre 2011, nous avons été anarchiquement suspendus, bien des confrères nous priaient à l'époque, Éric Tchapet et moi, d'introduire un recours gracieux pour espérer de la RAC, de cette institution qui nous a mis les fers aux pieds, une clémence. Mais à l'époque, j'avais refusé. Et là, je remercie encore Éric Tchapet, qui est comme ma conscience, qui a accepté les caprices de l'époque, parce que c'est lui la sagesse du journal. Il n'y a plus rien à récupérer là. Plus rien, parce que c'était du matériel fragile. Les onduleurs, les ordinateurs, les imprimantes A3, télévision, climatiseur, tout ce qu'on a laissé, sans oublier que dans mon tiroir que j'ai vu casser, je n'ai même pas pu y toucher, on avait non seulement les chéquiers de l'entreprise, il y avait de l'argent dedans, je ne peux même pas dire le montant. Comme vous avez constaté, on a dû casser, défoncer la porte parce que 9 ans, nous n'avons plus les clés sur nous. Donc les dommages à évaluer, c'est trop. Et ils sont d'abord moraux. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu? On nous avait traité de braqueurs, de tous les noms, Éric Tchapet et moi, parce que nous étions les pestiférés de la presse, nous étions ceux que le gouvernement a jeté en partie à leurs propres confrères, a jeté en partie aux politiques, parce que nous n'avions pas de bord. Ça nous avait frappé. Et ça a conforté, nous, notre professionnalisme. Parce que nous n'étions ni de l'opposition, ni de la mouvance. Donc les opposants se disaient, eh bien, voilà, on nous a ôté une grosse épine du talon, le Bédois libéré. Enfin, du Bédois libéré. La mouvance de l'époque au pouvoir s'est dit, enfin, on s'est débarrassé de ces garçons qui nous empêchaient de dormir, de manger, de vivre comme ils l'entendaient des délits publics. Nous étions là comme un bouclier, mais quand vous vous retrouvez dans ce rôle-là, c'est un rôle ingrat. Mais la nature est grande, elle vous rend toujours justice. Et c'est pourquoi nous remercions davantage encore la justice de notre pays, en l'occurrence la Cour suprême, qui a dit le droit pour donner raison à ceux qui le méritent, pour donner raison à des journalistes, à un journal, contre cette grosse institution qu'est la RAC, qui n'a cessé de briller dans ce que je dois appeler une entrave à la liberté d'expression. Cette opération est la dernière étape de la première manche de la victoire du journal sur la RAC en attendant le procès qui va fixer le montant de la réparation des préjudices économiques, financiers et moraux subis. Je vous invite à suivre à nouveau Aboubakar Takou qui fait un bref rappel des faits qui ont conduit à cette déplorable situation. Comment, à la suite d'un écrit, à la suite d'une opinion, alors qu'on dit en journalisme que les faits sont sacrés, les commentaires livrent. Si, à la suite d'un écrit, on peut prononcer une sanction sans queue ni tête, à savoir, alors même que, à la RAC, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une nomenclature de sanctions pour déterminer l'échelle de sanctions à prendre contre un journaliste. Et lorsqu'il n'y a pas une échelle de sanctions, on ne peut se permettre de sanctionner. Ça, c'est le droit qui le dit. Je ne sais pas faire le droit, mais on a cette notion sommaire du droit qui relève du bon sens. Alors, nous suspendons définitivement, à savoir le journal, et interdit à Éric Tchapet et moi d'exercer le métier. Et nous devons notre vie à une fuite, parce qu'on a du fuite de contrôle à l'époque, parce qu'il y a des esclandons de la mort à nous tous. Quand on met tout ça là dans un ensemble, eh bien la décision n'était plus qu'arbitraire, c'était de la sorcellerie. Et aujourd'hui, la lumière a triomphé de la sorcellerie. Je crois que c'est une victoire de nous tous et surtout de la presse. Et c'est le moment de rappeler, et ça je venais de le dire, le groupe de mots mal élus que nous écrivions. Et d'ailleurs, je précise, c'est Éric Tchapet qui est la plus belle plume de la maison qui avait écrit l'article. Donc en thème clair, il n'y avait rien à reprocher à cet écrit. L'article était osé, mais elle était dans le cadre de la vérité, parce que le groupe de mots mal élus ne signifie pas que ces chefs d'État n'étaient pas élus. Car à partir du moment où l'institution qui régule les élections déclare un président élu, eh bien il l'est légalement. Mais il peut se poser un problème de légitimité à partir du moment où il y a eu deux recours contre son élection. Quand je prends le cas de Boni Yayi en 2006, quand il venait au pouvoir, rappelez-vous qu'avant même que la Cour constitutionnelle ne le déclarât élu, Adrien Mbedi, qui était son challenger au deuxième tour, l'avait déjà félicité. Dans ce cadre-là, bien qu'il s'agisse de 2 tours d'élection, Boni Yayi avait, selon nous, au journal Bédois libéré,
à l'époque, bien élu. Par contre, lorsqu'en 2011, il a été élu par KO, alors même que son challenger, Adrien Ngouedi, revendiquait la même victoire dans ce cadre, bien que la Cour constitutionnelle à l'époque de Robert Dossou l'avait déclaré élu, le journaliste était fondé à dire de cette élection qu'il a été élu, même mal élu. Et je ne veux pas évoquer le cas du président Ouattara, qui lui à l'époque devait son siège à une guerre, à une situation conflictuelle, armée. Donc à partir de ces entrefaits, on doit quand même reconnaître que le groupe de mal élu que nous avons utilisé à l'époque n'était pas une entorse ni à la déontologie, encore moins à l'éthique de notre profession. Donc nous étions fondés à utiliser ce groupe de mots que je vais répéter à tout moment. Donc je ne nous voyais pas dans une dynamique de demande de pardon lorsque une institution vous interdit, jusqu'à nouvel ordre, je précise, jusqu'à nouvel ordre d'exercer un métier, tout en interdisant ce journal de paraître. Dans ce cas, il fallait prendre sur soi le courage d'aller devant la juridiction compétente pour connaître de la légalité de la décision prise par la HAC. Nous l'avons fait dans un premier temps et comme rien ne se profilait à l'horizon, eh bien, nous avons introduit une requête en référé suspension qui a été la première victoire, celle qui nous a permis de réouvrir le journal, à savoir d'être sur le marché. Et ce n'est que 2 ans ou 1 an et demi après que la Cour suprême a connu de la décision dans le fond et nous a encore conforté dans notre victoire. Et ce n'est que longtemps après, soit aujourd'hui, que la décision a été notifiée à l'huissier Bancolé, monsieur de justice Bancolé, je précise, monsieur de justice Bancolé, pour ouvrir les scellés. Donc depuis, nous devons un peu aux propriétaires et je m'engage à rembourser la dette parce que feu Bochekon, notre propriétaire, n'étant plus de ce monde, ses héritiers ont droit de ma part d'encaisser leurs sous et nous allons maintenant faire les formalités relatives au dédommagement pour que ce tort qui nous a été fait ne reste pas impuni et que cela serve de leçon. Évidemment, nous n'allons pas prendre ces sous pour acheter voiture, acheter maison. Je m'engage au nom de l'équipe que dès que nous allons encaisser ces montants de dommages et intérêts, eh bien, je vais les orienter dans des œuvres caritatives parce qu'il y a des orphelinats au Bénin ici où je suis connu, où je fais des dons dans ma pauvreté. Je crois que cet argent servira à des causes plus nobles. Face à la presse, le vendredi 31 janvier dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, a fait le point de la visite du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique du 26 au 30 janvier dernier. Loin d'être une visite d'État, cette sortie du président Patrice Talon lui a permis de renforcer les liens économiques avec les institutions de Bretton Woods, le Millennium Challenge Corporation et de réaffirmer l'engagement du Bénin à travailler pour la préservation de la démocratie et de la paix. Je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, sur les motivations de ce voyage du président Patrice Talon. Il était important que le chef de l'État effectue cette visite-là, qui est sa première sortie officielle de l'année 2020. Et cette visite s'inscrit bien naturellement dans le raffermissement de nos relations avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec les institutions multilatérales qui sont basées à Washington, D.C. Pourquoi les relations bilatérales? Parce que l'un des programmes très bien gérés dans ce pays qui nous permet de transformer le quotidien de nos compatriotes, c'est le MCA, le Millennium Challenge Account. Et le Millennium Challenge Account a une fêtière, a une direction générale qui est le Millennium Challenge Corporation, qui est basé à Washington. Et ce programme, comme vous le savez, influence beaucoup notre programme d'action dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Sur le plan bilatéral, bien entendu, il y a eu les rencontres avec les institutions de Bretton Woods, la directrice générale du Fonds monétaire, le président de la Banque mondiale, le vice-président chargé de l'Afrique, ainsi que le président de la Société financière internationale, la SFI. Mais on ne peut pas aller dans un pays
discuter des suites d'un programme financé par le gouvernement de ce pays sans avoir au moins une rencontre politique, sans avoir une rencontre au plan politique. C'est pour cela qu'il y a eu une rencontre entre le président de la République et le secrétaire d'État américain. Dans la nomenclature américaine, lorsqu'on parle de secrétaire d'État, on parle du ministre des Affaires étrangères, qui a un rôle prééminent dans la configuration constitutionnelle américaine. Donc, M. Michael Pompeo a eu un entretien avec le président de la République et d'une manière générale, je dois dire que les entretiens que le président de la République a eus ont porté sur les réformes politiques et économiques qui ont été conduites dans notre pays et les résultats palpables, significatifs qui en sont résultés, mais aussi les mutations qui sont en cours dans notre sous-région. On a parlé de l'écho du CFA. Il était évident que certains des interlocuteurs ont souhaité en parler avec le président. Mais je crois que ce qui préoccupait le président, c'était beaucoup plus d'attirer l'attention de tous nos interlocuteurs sur les progrès que le Bénin est en train d'accomplir. Il a voulu présenter le Bénin révélé, le Bénin qui se révèle à travers ces progrès-là, exprimer les attentes de notre gouvernement et de notre peuple vis-à-vis de nos amis, mais il a aussi que les gens comprennent que désormais nous avons une nouvelle approche, que nous avons une vision et que nous la déclinons d'une manière sans équivoque pour pouvoir atteindre nos objectifs. Restons avec le ministre Aurélien Agbenonsi qui présente les priorités du gouvernement qui ont été présentées au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale par le président Patrice Talon. Suivons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, au micro d'Abdelkader Achirou. Notre priorité, la priorité de ce gouvernement, à partir de maintenant, c'est le capital humain. Il faut que nous renforcions le capital humain. Nous avons besoin de compétences. L'expertise coûte cher, mais si nous avons notre expertise, si nous avons des Béninoises et des Béninois qui sont formés, qui sont très bien formés, nous réduirons le coût que nous payons à l'expertise extérieure et nous allons pouvoir évoluer normalement. Dans tous les secteurs, nous avons besoin de compétences. C'est pour cela, vous le savez certainement, que est en cours la préparation d'une table ronde sur la réforme de l'enseignement technique et professionnel. La priorité sera donnée à l'enseignement technique et professionnel. Parce que sur 100 personnes qui sont formées au Bénin, il y a une personne, presque une personne, qui sait faire de ses mains des choses. Notre système éducatif, c'est trop basé sur des généralistes, des gens pointus dans des sciences abstraites, des gens pointus dans des sciences sociales. Je ne dis pas que ce n'est pas important, le gouvernement ne dit pas que ce n'est pas important. Mais à l'étape de notre développement aujourd'hui, nous avons besoin de ce que les anglophones appellent des doers. Regardez nos constructions, regardez nos routes, regardez les adductions d'eau, regardez nos programmes agricoles. Tout ce dont nous avons besoin pour être riches ne peut être accompli que par des personnes qui savent faire des choses de leurs mains, qui savent créer, qui savent façonner, qui savent transformer. Je l'ai dit à un point de presse ici, je le répète encore parce que le président a insisté cela. Donc, sa première priorité désormais, c'est le renforcement du capital humain. Il faut absolument que nous arrivions à renforcer le capital humain, que nous investissions massivement sur le renforcement du capital humain, que nous formions des Béninoises et des Béninois qui sont top dans leur domaine, qui sont qualifiés, qui savent faire de très bonnes choses, qui savent suivre l'évolution technologique du monde pour que nous puissions nous développer à des coûts qui sont compétitifs. Donc, ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, bien entendu, c'est l'inclusion financière. Le président a tenu à le dire parce que si nous n'arrivons pas à faire de l'inclusion financière, si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent se brancher sur des sources de ressources qui leur permettent d'entreprendre, nous n'évoluerons pas. Donc il a tenu à présenter ses priorités, le renforcement du capital humain, la promotion de l'investissement privé et a invité le Fonds monétaire, a invité la Banque mondiale à rester à nos côtés dans un partenariat qui vise à renforcer notre crédibilité sur les marchés internationaux, à appuyer notre pays sur les nécessaires investissements publics qui doivent servir de catalyseur aux investissements privés, notamment dans les domaines qui sont nos priorités, le tourisme, l'énergie, l'agriculture, etc. C'est important de le dire parce que si on ne comprend pas cette direction dans laquelle nous allons, on ne peut comprendre aucune des décisions
et aucune des actions qui sont conduites dans le cadre de l'action de ce gouvernement. Nombreux sont de nos jours les initiés du FA qui ne se soucient point de ces interdits. Mais le FA, pour Septime Aza, a des interdits et aussi des conditions dans lesquelles il faut le conserver. Pour lui, il ne faut pas manger du piment pour s'en approcher. De même, il faut l'éloigner du feu. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Là où le FA reste, tu ne dois pas manger du piment et t'approcher de ton fa. Tu ne dois pas manger de l'oignon et t'approcher de ton fa. Tu ne dois pas avoir des rapports sexuels et t'approcher de ton fa. Tu ne dois pas quitter la morgue ou un cimetière et t'approcher directement de ton fa. Là où le fa est, il ne doit pas y avoir du feu. Ce sera un funéraire, un flamme funéraire. Et également, ce que ton fa ne mange pas, tu ne dois pas manger ça et t'approcher du fa. Donc, comme ceci qu'on fait l'entretien du fa. Je rappelle que l'entretien du fa ne remplace en aucun cas le bain rituel au fa. Ça ne remplace en aucun cas. Et le bain rituel au fa, ça se fait chez le Bukon. Chez le Bukon. Et quand tu as ton fa, à chaque sortie de l'igname, c'est ton fa qui va manger d'abord l'igname. On doit faire les cérémonies. On doit faire les cérémonies pour ton fa d'abord, avant que tu ne commences par manger l'igname. En dehors de ça, par rapport aux litanies du fa, ce que vous pouvez savoir, je vais réciter quelques-unes. Et le fa va radio. Tu ne peux pas azizon mon konaki. Et le fa va rouge. Agrimolo qui me bouge. Je me rends sur ce que les gens disent, ils sont sur la terre du Vaudou, ils sont sur la terre ancestrale et ils sont sur la terre mère, ils sont sur l'Afrique, ils vivent sur la terre africaine, ils mangent sur la terre africaine et ils habitent, cohabitent avec les entités qui sont sur cette terre-là. Et puis, avant de boucler cette édition, voici en page inter l'actualité au Malawi, au Gabon et en Guinée. Cour constitutionnelle a annulé ce lundi 3 février les résultats de l'élection présidentielle de mai 2019 au motif que le scrutin n'a été ni libre ni transparent suite à la réélection de Peter Mutharika pour un second mandat. L'opposition avait en effet saisi la justice et maintenu la pression en descendant dans la rue pour dénoncer des fraudes. Un nouveau scrutin devra être organisé dans les 150 jours, sauf si le parti du président Mutharika fait appel. Au Gabon, les élèves ont repris le chemin de l'école hier lundi 3 février 2020, resté fermés depuis une semaine après les émeutes qui ont éclaté dans la capitale le 24 janvier dernier suite à des rumeurs infondées d'enlèvement massif d'enfants. Les écoles publiques et privées de Libreville réouvrent leurs portes, rassurées par les promesses du gouvernement qui s'est engagé à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires et des enfants. En Guinée, plusieurs raisons parmi lesquelles le boycott des élections par les principaux partis politiques de l'opposition, le retrait de 7 commissaires membres de la CENI pour protester selon eux contre la gestion opaque du processus électoral ont motivé le président Alpha Condé à reporter les législatives initialement prévues pour le 16 février 2020 au 1er mars 2020. Il faut également ajouter aux motivations de cette décision l'implication des religieux qui ont demandé au gouvernement de suspendre le processus électoral en cours afin de repartir sur des bases claires et ordonnées. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.bg. Bonsoir.